3, c'est bon. Ok. Là, s'il vous plaît. Parfait. Festival international du film insolite de Rennes-le-Château, QV 2020, avec Jean-Pierre Bouteille, qui est quelqu'un de la région. Vous intervenez, Jean-Pierre, sur une table ronde sur l'eau, mais avant, je pense que vous allez pouvoir nous évoquer cette belle région de Rennes-le-Château, parce que vous êtes un des premiers à avoir développé le mythe de ce curé, de ce petit village mystérieux. Je suis très exactement aujourd'hui, malheureusement, si je puis dire, le plus ancien auteur vivant au monde ayant écrit sur Rennes-le-Château. Puisque c'était mon ami Gérard de Sède qui a, pour la première fois, parlé de l'affaire et qui est décédé depuis un certain nombre d'années, donc j'ai pris la relève depuis. Je suis sur ce site depuis 54 ans. Voilà. Donc c'est très difficile de parler de Rennes-le-Château parce que pour moi, Rennes-le-Château, ça dépasse très très largement l'histoire de la Bessonnière. Ça l'a dépassé d'ailleurs dès le départ. Je l'ai dit dès mes premiers ouvrages que c'était une affaire. Ce lieu ici est un résonateur. C'est un lieu où tout un tas de choses s'agglomèrent, des bonnes et des moins bonnes, enfin on va surtout parler des bonnes, et c'est la raison pour laquelle effectivement aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, il y a un festival de films insolites, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, beaucoup de conférences, beaucoup de gens de tous les milieux venant sur ce secteur, parce que ce territoire s'y prête, parce que cette région a une histoire, cette région est pétrie de légendes, et dispose d'une nature, de décors naturels, de paysages, il n'y a qu'à se retourner et voir autour de nous ce qu'il y a, qui ne laisse insensible personne. Donc pour éclairer les gens, les chercheurs de trésors, d'emblée, la notion de trésor, pour vous, c'est pas uniquement matériel, j'imagine, ou il y a d'autres exceptions au trésor? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, l'histoire de la Bessonnière est un épiphénomène qui a fait surgir à la lumière d'une manière un peu hasardeuse, en forme de coïncidence, le passé et les légendes d'une région qui porte un patrimoine depuis des siècles très important. Ici, nous sommes dans un pays d'alchimistes, nous sommes dans un pays où de trésors, de légendes de trésors très importantes. On en a 5 ou 6 dans un rayon de 10-15 km des légendes. Et puis on a surtout des personnages importants qui sont nés ici, des alchimistes notamment, et pas que. Nous sommes dans un pays évidemment de résistance depuis très longtemps, puisque ce pays est le cœur du pays cathare. Ce n'est pas le cœur unique, mais nous sommes en plein cœur du pays cathare. Le dernier parfait de l'histoire cathare est né à moins de 10 km ici à Vol d'Oiseau. C'était Guillaume Bélibaste, et la dernière parfaite de l'histoire cathare est née à Limoux. Très peu de gens le savent. Et là, on est dans les années 1310, 1320. Voilà. Donc c'est un pays fort, avec un héritage fort qui fascine les gens et dans lequel il y a de plus un taylorisme important, un magnétisme important, et donc un certain nombre de sociologues ont dit de ce territoire avec juste raison et de ce mythe de Rennes-le-Château que c'était ce qu'on appelait un mythe agglutinant, c'est-à-dire on peut le comparer à un oignon avec beaucoup de peaux qui se créent chaque année. Chaque fois qu'on essaie d'enlever une peau d'oignon, on découvre autre chose en dessous, et c'est tout à fait fascinant, et c'est moi ce qui m'intéresse depuis très longtemps, et non pas simplement une affaire de courir après une cassette d'or, qui peut-être existe quelque part d'ailleurs, je ne le dis pas. Alors vous avez aussi plusieurs casquettes, là. Vous êtes intervenu au festival de la table ronde sur l'eau en tant qu'ancien président de la Fédération française de spéléologie dans les années 80, C'est ça. Et vous nous avez éclairé sur les eaux karstiques. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez donner en quelques mots l'intérêt de ces eaux? Oui, tout à fait. Déjà rappeler aux gens que les eaux souterraines se déploient dans un type de terrain, ce qu'on appelle schématiquement les terrains poreux ou fissurés, c'est-à-dire là à cet endroit-là on va parler de nappes phréatiques ou nappes profondes, et puis les terrains karstiques qui sont des terrains de roches carbonatées, globalement les calcaires, on va dire schématiquement. Et là on parle d'eau qui se trouve à ce moment-là dans des espaces vides, c'est-à-dire un véritable réservoir souterrain, qui vont prendre la forme, des formes qui sont très courantes en surface, la forme de rivière souterraine, la forme de puits, la forme de cascade, la forme de
couloirs dans lesquels on peut naviguer pendant des jours et des heures, etc. Et les eaux karstiques ont un intérêt tout à fait important aujourd'hui en matière d'approvisionnement en eau potable, puisque ces eaux ont été négligées. Alors paradoxalement, dès le début de l'humanité, la plupart des grandes villes se sont installées sur le bord de sources karstiques, mais par la suite, on a progressivement abandonné l'exploitation des sources karstiques, de ces sources calcaires, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des malédictions, si je puis dire, dont on a compris au XIXe siècle, justement par le père de la spéléologie qui était Édouard Alfred Martel, dont on a compris qu'il s'agissait de pollution, notamment de jets de carcasses, de jets de cadavres d'animaux dans les gouffres, qui tout à coup résurgeaient et empoisonnaient des cités complètes. Ce qui fait que à la suite d'une loi sortie en février 1902, qui est une loi maîtresse au niveau mondial sur la protection des eaux souterraines, la plupart des grandes collectivités, dans l'incapacité qu'elles étaient d'analyser, elles ne disposaient pas de moyens qu'on a aujourd'hui d'analyser ces eaux, ont préféré privilégier les nappes profondes de milieux poreux ou les rivières aériennes qui ont alimenté ensuite les villes et les grandes agglomérations. Mais depuis un certain nombre d'années, l'hydrogéologie des karstes fait beaucoup de progrès et on sait gérer maintenant les ressources en eau souterraine, en eau karstique, grâce à des analyses multicritères assez complexes, il faut le dire, qui ont affaire à plusieurs disciplines de la science. Et du coup, les réserves françaises sont très importantes. Nous avons à peu près 50% du sol français qui est d'origine karstique. Et ça représente déjà aujourd'hui 40% à peu près de l'alimentation en eau potable. Et au niveau mondial, entre 15 et 20% des territoires qui sont alimentés par ces eaux des calcaires. Donc il y a beaucoup d'espoir, on a des réserves importantes, d'autant que ces réserves ont des qualités tout à fait particulières, c'est que autant elles sont facilement polluables, autant si les périmètres de protection sont respectés, ce sont des eaux qui sont au départ presque jamais polluées, à l'inverse des eaux de rivière ou des eaux de certaines nappes. Voilà. Un sujet vraiment intéressant parce que ce mot n'est pas très connu du grand public. Voilà. Alors, vous essayez aussi, peut-être dans votre actualité, de populariser, de parler de théorie du complot. Alors, peut-être nous parler du livre que vous venez de sortir, que vous avez dédicacé, Oui. sur cette question du complot. Alors, sur cette question du complot, le livre qui vient de sortir n'est pas spécifiquement axé que sur le complot, il est axé sur une problématique complexe que je triture, si je puis dire, depuis de nombreuses années. C'est, est-ce qu'il existe au plan mondial un complot réellement de niveau planétaire? Et si oui, est-ce que les sociétés qu'on appelle initiatiques ont quelque chose à voir et quelle est la mesure d'impact que peuvent avoir les sociétés secrètes et parfois de conséquences certaines sectes sur cette logique de complot. Le tout, la troisième question pour compliquer la chose, c'est est-ce que tout ceci s'inscrit ou non dans la perception que beaucoup de gens ont au niveau du grand public de la fin d'un cycle, de la fin d'une histoire. Donc c'est un travail assez important qui a porté sur 3 années, mais qui représente presque 50 ans d'intérêt de ma part, là aussi, puisqu'il y a 50 ans que je m'intéresse à ces choses-là. Et ma conclusion est aujourd'hui qu'il n'existe pas de complot mondial, qu'il ne peut pas en exister, c'est matériellement impossible, pour des questions ayant attrait à des lois de thermodynamique sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais qui fait qu'arrivé à un certain niveau, toute création humaine s'effondre sur elle-même et part dans ce qu'on appelle le chaos, c'est-à-dire l'entropie dissipative, etc., pour reconstruire autre chose. En revanche, il existe évidemment des millions de complots dans le monde, et aujourd'hui nous vivons certainement des complots que nous voyons et certains que nous ne voyons pas, notamment des complots au niveau des groupes pharmaceutiques, au niveau du lobbying financier, il y a des complots tout à fait considérables aujourd'hui qui sont en cours. Personne ne le nie. Néanmoins, ce que je dis, c'est qu'il n'existe pas de complot, on n'a pas de preuves, on n'a pas le moindre signal. Au contraire, on a des signaux tout à fait contraires, j'essaie de l'expliquer en 450 pages, on a des signaux tout à fait contraires qui sembleraient nous indiquer qu'il y a des
assemblages de complots locaux, mais pas de complots à l'échelle internationale. Alors ce livre, son titre? C'est Les Magiciens du Crépuscule, et c'est un clin d'œil en hommage au Matin des Magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier, que j'ai un peu connu à l'époque, et parce que cette année c'est le 60e anniversaire de la sortie du Matin des Magiciens. Voilà, un livre qu'on va lire avec curiosité. Merci Jean-Pierre. Excuse-moi Jean-Pierre, tout le monde attend une question de qu'on Après, on se fait tirer les oreilles par la Oui, mais direction. Je dis